Ouais. Moi, je vais vous citer une anecdote. Allez, go. Je vais vous citer une anecdote parce que, personnellement, on a été invité dans l'émission M6 Qui veut être mon associé. Quand ça? Il y a maintenant 5-6 ans à peu près. Quand ça vient de commencer. C'était à peine commencé, effectivement. Et la première fois, on a dit effectivement qu'on ne pouvait pas y aller, parce que faute de temps, faute de préparation. Et honnêtement, je ne suis pas allé parce que j'avais peur que l'impression qu'on allait laisser allait être plus négative qu'autre chose. Et ça casse la valeur perçue du produit. Et ça casse la valeur perçue du produit. Or, on était tout au début, hein, ce que je veux dire, on a commencé en 2015, donc ça devait être en 2017 à peu près. Et en 2017, on avait très peu de clients. Et on s'est dit, si on passe sur Qui veut être mon associé et que l'on n'est pas en plus sélectionné, on apparaîtra comme ayant un mauvais produit, c'est juste une catastrophe. Et puis, on n'avait pas de coach. Clairement pour nous dire mais vas-y on va t'aider pour pouvoir faire et ça a été super complexe et du coup on a préféré effectivement se polariser à continuer à développer Doux sans avoir l'aide de M6. Bon, on va pas dire que ça nous a pas profité, mais je pense sincèrement que si on était passé sur M6 avec une bonne préparation, on aurait été beaucoup plus vite. Donc la question 1 million, est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Alors, je ne regrette jamais rien. Ouais. ça a des grands principes. Mais si c'est à refaire, oui, j'irai. Je pense. Mais est-ce qu'à ce moment-là, une vraie question, si tu étais passé sur Qui veut être mon associé, parce qu'on on a vu des boîtes, je crois que c'est Bob, quand ils sont passés sur Qui veut être mon associé, ils ont fait un boom énorme. Ouais. Ils ont refusé le million, ils sont arrivés à lever des fonds. Oui. Là, ils relèvent des fonds pour autre chose. Et est-ce que toi, si tu étais passé dans Qui veut être mon associé, tu aurais peut-être rayonné de dingue, Doux aurait rayonné de dingue, tu aurais été capable d'absorber la charge. Oui, c'est ça. Alors, il y avait deux points. La première, c'est qu'on ne voulait pas avoir d'autres associés déjà, donc c'est un peu pipé quand même, hein. C'est-à-dire que c'était un aussi des points sur lesquels on n'est pas allé, parce qu'on pensait en tous les cas que si on devait être invité, le fait de dire ouais, venez, et au dernier moment de dire jamais de la vie, je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu politique. Ah, c'était pas très sympa vis-à-vis des personnes. Mais bon, en tout cas, on n'était pas prêt, en tout cas, à avoir d'autres associés. Le deuxième, est-ce qu'on aurait été capable d'absorber la charge en 2017 ou en 2018? La réponse est non. La preuve, on s'est développé. On a eu, par exemple, une société, on va dire, de VTC bien connu dans le monde qui était venu vers nous et qui nous avait proposé de reprendre directement 1500 clients sur le champ. J'avoue que venant de ma part, ça a été extrêmement difficile de dire non, mais nous avons dit non parce que tout simplement, nous n'étions pas capables à cette époque d'absorber 1500 clients d'un seul coup. Alors qu'aujourd'hui, on les avoisine tous les mois maintenant et c'est quelque chose qui est facile pour nous, mais à cette époque, on n'était absolument pas du tout structuré pour pouvoir le faire. Par contre, pour Qui veut être mon associé, je crois que tu fais le tournage et ensuite c'est diffusé 6 mois après, non? Donc tu n'aurais pas eu le temps de te préparer potentiellement à l'avoir? De drainer, je veux dire, le trafic potentiel. Non, c'était pas possible. En termes de développement, etc., c'est parce que tu allies quand même un métier et la tech, donc arriver à tout faire croître en même temps. En fait, la scalabilité dans une société est extrêmement complexe. En fait, lancer une entreprise, à mon sens, n'est pas très compliqué. Hein, si tu as une bonne idée, si tu es travailleur, si tu te fais aider, que tu vois que ta famille est en accord avec toi pour te lancer, parce que ça c'est un des points qui est quand même majeur. Hein. Si ta chérie n'est pas OK, faut pas y aller, ou en tous les cas faut peut-être changer. Changer de chérie. On peut le couper ça ou pas? On le coupe. Hein. Mais si t'es pas en accord toi-même avec les membres de ta famille ou tes proches, ça me semble extrêmement compliqué de se lancer. Mais à partir du moment où t'es aidé, t'es épaulé, t'as envie de te lancer, ça y est, les choses marchent. Alors, faut voir grand, faut vivre petitement, c'est-à-dire qu'il faut pas commencer à acheter la Ferrari de collection, il faut essayer quand même de vivre de façon petite, mais voir toujours grand, parce que ça, c'est un des points majeurs. Ok.
Non, j'allais dire, du coup, si on en revient au sujet match-up, là, effectivement, nous, on a dit non à Qui veut être mon associé, mais parce que Doug, c'était une boîte qui était déjà lancée et qui était sur sa rampe de lancement, entre guillemets, et que c'était pas Alors, la deuxième année, ils nous ont relancé, figure-toi. Et vous avez redit non? Et parce qu'on avait dépassé les seuils de chiffre d'affaires. Pour pouvoir participer? Mais non, on n'était toujours pas prêt encore psychologiquement. Bon, par contre, si ils veulent m'inviter maintenant, je veux bien. Oui, mais là, tu irais en tant que jury. Voilà, j'irais plutôt dans le jury que effectivement, en tant que membre pour se proposer que candidat en tout cas. Mais ce que je voulais dire par là, c'était du coup, Doug était déjà lancé, mais une boîte finalement qui n'est pas encore lancée, qui est tout au début. C'est quoi les freins de se lancer dans une aventure comme Match-up ou comme Qui veut être mon associé d'ailleurs? Bon, après, faut qu'on soit recentré sur Match-up, je pense, Justement. parce que Qui veut être mon associé, ça existe, ça cartonne déjà. J'ai la question. Moi, j'ai une philosophie, c'est d'apprendre à courir avant de savoir marcher. Ouais. C'est-à-dire que... Il se casse souvent la gueule, du coup. Je me casse souvent la gueule, mais au final, j'avance. Mais rapidement. Et en fait, du coup, moi, justement, pour challenger un petit peu ceux qui viendraient pitcher leurs offres, leurs startups, leurs idées, aujourd'hui, s'ils attendent d'être prêts, je pense qu'ils viendront jamais, non? Non. C'est un petit peu le problème. C'est le principe, c'est que tu n'es jamais prêt dans la vie. En fait, si on attendait quelque chose, tu risques d'attendre pendant 20 ans, 30 ans que tout soit réuni. Au-delà de ça, je pense qu'ils ont besoin aussi d'être assurés parce que, faut le savoir, Bastien, il a fait, c'est un peu le principe 0 to 1. T'as couru avant de marcher ou t'as lancé ta boîte, t'étais solo. Ouais. Et ça, je pense, c'est aussi à toi de leur expliquer que tu l'as fait. T'as jamais vraiment été dans le salariat. Et tu t'es lancé et regardez, aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, non mais alors et avant de lancer ma boîte, j'ai eu 850 projets qui ont été lancés et où je me suis cassé la gueule. Et alors moi quand j'ai reçu Match-up, ça m'a vraiment fait bizarre parce que j'ai participé à un concours qui s'appelait les Lions de demain du MEDEF. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Entendu parler, ouais. Et c'était un petit peu le même délire et on n'était pas du tout prêts pour justement venir pitcher. Et en fait, alors on a pitché, on a passé 2-3 sélections et ensuite on s'est fait dégager, pour être poli. Et par contre, je regrette pas du tout parce que ça nous a permis de structurer notre pensée. Et donc même si on n'était pas prêt, le fait d'y aller et le fait de pitcher l'offre, ça nous a obligés à nous poser des questions qu'on ne se serait pas posées. Ça nous a obligés à se demander tiens, comment on peut présenter tel aspect de l'offre au jury. Et donc je pense que pour revenir un petit peu sur est-ce qu'il faut attendre d'être prêt ou pas, les gens ne seront jamais prêts. Et donc l'idée de se lancer, l'idée de venir présenter son projet, ça nous oblige à avoir des réflexions qu'on n'aurait pas tout seul de notre côté. Oui, parce que tu auras toujours ton cerveau qui te dira non, on n'y va pas, t'es bien là dans cette situation, on n'avance pas trop. Mais après, l'angoisse ou la perception qu'on se fait, en fait, c'est juste un peu un film où on essaye de prévoir quelque chose qui ne se passera jamais. Où ça se trouve, on va dire non, mais la seule chose que tu risques à la rigueur, c'est un non. Donc, ou alors, même si c'est un non, ou même si c'est de gagner. Donc, vas-y, fonce. Mais dans tous les cas, tu auras quelque chose de positif à en tirer. Que ce soit des conseils ou effectivement gagner, perdre, etc. Mais oui, après, sujet, en fait. Qu'est-ce que tu en retires et c'est quoi que la question que tu posais, c'est est-ce que ils peuvent avoir des freins? Je pense qu'il faut aussi casser le mythe de ils vont venir pitcher et on va leur poser des questions un peu sensibles ou être l'avocat du diable. C'est pas le but. Le but, c'est un peu de vibrer, de se sentir transporté par le projet. On y croit et on est là pour t'accompagner. On n'est pas là pour te challenger sur ton idée. C'est pas notre but. S'il y a besoin, on y va. Quand même. Non, mais je suis d'accord. Mais je prends l'exemple de Bastien avec le concours du MEDEF. Ils se sont fait challenger de A à Z et ils ont pris des no-go directs parce qu'ils n'avaient pas pris assez en considération l'état du marché. L'objectif n'est pas de descendre les personnes. L'objectif est avant tout d'avoir un aspect de bienveillance vis-à-vis des personnes. Je pense que l'idée, en tous les cas, de venir nous rencontrer, il y a plusieurs aspects positifs. La première, c'est quelque part se préparer un peu, même si on n'est pas complètement prêt, mais se préparer. Et quelque part, je trouve que ça met de l'ordre dans les idées. Ça permet effectivement de structurer qu'est-ce qui peut marcher et tout. Ce qui va permettre aux personnes aussi, lorsqu'elles auront d'autres pitchs à préparer vis-à-vis des banquiers, vis-à-vis d'autres investisseurs, vis-à-vis d'autres associés, ce sera déjà assez cool, je pense. La seconde, c'est que concrètement, ils vont se faire connaître. Et mine de rien, quand on voit une bouille plusieurs fois quelque part sur une vidéo, on est plus amené à travailler avec.
Et puis le troisième point, ils sont pas à l'abri d'un succès, hein, c'est-à-dire empocher la somme de 5 000 €, être guidé, avoir une compta gratuite, la création. Enfin bon, c'est pas complètement neutre lorsqu'on veut démarrer. C'est un truc super cool. Non, et ça se trouve, leur idée, parce que ils viennent pitcher leur idée. Ok, ils ont un projet, je veux créer des bouteilles d'eau. Ils vont se faire accompagner pendant 1 an pour créer leur boîte, etc. Ça se trouve, au bout d'1 an, c'est pas des bouteilles d'eau, mais des crayons qui vont vendre aussi. Donc, il faut. Voilà, non, mais c'est généralement quand tu as une idée de base, l'idée que tu sors, elle est souvent différente de l'idée que tu as eue de base, parce qu'on va t'expliquer, il faut que tu te ressentes plus sur quelque chose d'autre, etc. Donc, je pense venir pitcher, c'est bien pour aller challenger sa propre idée et se donner la possibilité de la lancer. Ouais, et pour les rassurer potentiellement, pour moi, il n'y a pas de mauvaise issue. C'est-à-dire que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise issue. Quoi qu'il arrive, ils en ressortiront avec du positif. Ouais. Et justement, j'ai une question parce que tu disais que avant d'aller à Qui veut être mon associé, tu avais peur justement qu'il y ait potentiellement un bad buzz ou autre. C'est vrai. Est-ce que vraiment aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés à Qui veut être mon associé qui finalement ont foiré et ça leur a porté préjudice. Alors, je pense que je connaissais pas suffisamment l'émission. Ouais. J'avais également peut-être moins l'habitude des médias. Et personnellement, si c'est à refaire, oui, j'irai. C'est simplement que à un moment donné, eh bien, j'ai dit non. Ouais. Et aujourd'hui, alors, je ne regrette rien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais si c'était à refaire, oui, j'irai. Et je me préparerai davantage pour pouvoir le faire. Alors, pour la petite histoire, hein, on a fait une levée de fonds. Autant te dire qu'il y a des pitchs, j'en ai passé un certain nombre, et en français, et en anglais, et en américain, très important, parce qu'il y avait des gens de Kansas City. Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés, from Texas, ça se trouve dans le Middle West, et là, ils ont un accent, c'est juste terrible, avec de l'argot où on ne comprend strictement rien. Donc, franchement, aujourd'hui, faire un pitch aujourd'hui dans n'importe quelle émission, je me sentirais totalement à l'aise. Je pense que c'est un exercice dans lequel il faut être le plus vrai possible, le plus naturel, parce que en fait, ça sert à rien de cacher sa personnalité. Au contraire, je trouve que ce serait assez cool. L'erreur, ce serait demander à ChatGPT effectivement de préparer, son pitch. Alors pourquoi pas, on peut tout imaginer. Mais alors ça dépend, s'il prend ChatGPT 4 avec la version payante, ça peut vraiment très quali. Voilà. Et qu'il fasse comme un ventriloque pour que ça parle à sa place. Un bon prompt et ça passe. Oui, on peut tout imaginer. Mais dans la réalité... alors moi, s'il y a un mec qui vient pitcher en étant ventriloque, je le fais gagner, je vous le dis. Voilà, j'hésite pas. Si reconnu, j'ai pas d'acloque. S'ils vendent des poupées, pourquoi pas, on peut tout imaginer. Mais je pense effectivement que c'est un point qui est majeur. Il faut que les gens... Enfin, il faut que le projet transpire des personnes. Je pense que ça, c'est un des points majeurs. En fait, c'est pas... Et comme tu le disais très justement, tu y vas, tu te plantes la gueule. Mais le plus vite possible, tu te plantes la gueule, le mieux c'est, parce qu'au moins tu passes à autre chose. Et il n'y a pas de surprise. Tu le sais que c'est bon, ça passera pas. Et de l'autre côté, il faut... En fait, c'est un pitch. C'est comme si, dans une relation amoureuse, la première fois que tu rencontres la personne, tu vas un peu la séduire et t'ouvrir à qui tu es. Donc, il faut juste transmettre des vibes qui vont être cool et derrière, que les gens adhèrent. Non, mais carrément. C'est exactement ça. Il faut désacraliser le truc, en fait. Et d'ailleurs, pour garder l'expression de la séduction, c'est ceux qui emballent le plus de filles ou de mecs, c'est ceux qui vont se prendre aussi le plus de râteaux. Il y en a autour de la table, je citerai pas, mais Paul par exemple, et lui, c'est quelqu'un qui est un petit peu comme ça. Non, mais c'est vrai que plus où on teste, plus où on va pitcher sa personne, plus on a de chance de séduire. T'as un taux de réussite de 100% alors. Alors maintenant oui, parce que je suis avec quelqu'un depuis un moment, mais elle est au courant de passer. On coupe cette séquence. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a eu des saisons de transfert, c'est ok, mais là aujourd'hui. Mais par contre, c'est ça, et ce que je voulais dire en fait, c'est que quand les gens ils vont venir pitcher, même s'ils se foirent, je pense que ça peut pas leur porter préjudice. C'est-à-dire que... Et je pense que ce qui serait pire, c'est surtout de pas venir en se disant j'aurais dû venir. Ouais, c'est ça. Exactement. Il n'y a rien de pire, parce que nous on était déjà lancés sur qui veut être mon associé. On était déjà lancés, donc quelque part on faisait pas, on était déjà lancés. Mais là, on s'adresse effectivement à des créateurs. On s'adresse... Alors, il y a un truc qui est très important, hein, et comme je le disais tout à l'heure, si on était des sélectionneurs de foot, nous on sélectionnerait les équipes normales, on ne sélectionnerait pas Mbappé pour le PSG. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, ça s'adresse à tout le monde. Oh, carrément. Tes parents étaient-ils entrepreneurs?
Alors oui, mais Bon, désolé. c'est pas le bon exemple, Bastien, Non, pour non. toi. Non. Toi, Ouais, ils sont entrepreneurs. ok. Ouais, Toi aussi. Bon, moi, ils étaient ouvriers, je suis désolé. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, par contre. Mais il n'y a pas besoin d'être né Bien sûr. d'une famille entrepreneur pour être entrepreneur. Je crois que je me trompe pas si je dis que les parents de Steve Jobs n'étaient pas entrepreneurs. Il n'était pas du tout. Donc, Bon, il bon, était d'autant plus orphelin à l'origine, Ouais. mais effectivement, il n'était pas. Et donc, il n'y a pas de lien direct. Oh, bah non, mais ça, c'est Il n'y a sûr. pas de trait génétique, en tout le cas, qui le permet. Il y a Non, juste ce qu'on a fait dans la vie et l'envie que l'on a Bien qui sûr. permet effectivement de se faire. Et donc, vivre une vie complète en se disant « Merde, j'aurais pu venir, j'aurais pu lancer quelque chose. Oui, c'est ça. Parce qu'il va suivre en plus l'événement. Et si quelqu'un est sélectionné, bah, c'est le regret du truc. Ah bah mince, si J'aurais j'avais dû y aller, su, quoi. j'aurais Bien dû. sûr. Mais avec des si, bah, on refait le monde. Mais c'est un peu. Mais il faut vraiment avoir une réflexion. Moi, vraiment le conseil que je donne, c'est rationnel au truc. C'est tout le monde est capable de le faire. C'est pas parce que tu ne viens pas d'un milieu qui n'est pas entrepreneur, etc., que tu n'as pas la possibilité de le faire. Je le prends avec l'exemple de faire du sport. Quand tu fais des entraînements, que tu vas un peu plus loin, etc., du moment où tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. Là, c'est la même chose. Bien sûr. Il Et y a- j'ajouterais une chose, tu n'as pas besoin d'avoir fait une école de commerce Bon, alors, pas du tout. pour pouvoir Alors, effectivement le faire. Alors, pas que l'école de commerce est un inconvénient, ça, mais ce n'est pas un avantage c'est non pas un plus. facteur clé de succès. Voilà. Ce n'est pas un facteur clé Aucunement. de succès. Non, c'est un tremplin. Et là, il faut vraiment le voir comme un tremplin. Non, mais il n'y a aucun doute. Et le train, il passe qu'une fois. Il y a un moment, il faut le prendre. Bernard Tapie. Ouais, il est un peu pour l'OM. C'est pas grave. Non, mais du coup, moi, j'ai une question. Vous vous êtes tous les trois lancés dans l'entrepreneuriat à un moment donné. Ouais. Là, ce qu'on se dit, en fait, finalement, c'est que participer à Matchup, c'est... en fait, il faut oser se lancer et que finalement, tu n'as rien à perdre à oser te lancer. Tu crains rien. Finalement, comment vous avez fait tous les trois pour, à un moment donné, oser vous lancer et vous dire, OK, là, c'est bon, j'y vais. Peut-être qu'on peut faire honneur aux dames. Moi, un peu comme Bastien, j'ai jamais vraiment été dans le salariat. J'ai été aussi à l'étranger, donc c'est une expérience qui est un peu différente. Mais et je viens pas non plus d'un environnement dans lequel j'ai beaucoup vu d'entrepreneurs. Je me suis un peu lancée comme ça aussi en me disant c'est maintenant ou jamais. Je suis dans un domaine actuellement qui n'est pas du tout celui dans lequel j'ai fait mes études. Moi, à l'école, on m'a seulement présenté le chemin assez classique, à savoir le salariat. Le CDI, et je me suis lancée en me disant ma précédente activité ne me plaisait plus forcément, et je me suis dit que c'était le moment d'y aller et de faire enfin ce que j'aimais. Donc je me suis pas, j'ai essayé de lever en tout cas toutes les barrières que je pouvais avoir, et j'y suis allée. C'était quoi le déclencheur? Le déclencheur, je me levais le matin et j'étais plus forcément motivée à faire ce que je faisais, et je me suis dit qu'il fallait que ça change. C'était mis combien de temps de passer à... T'aurais pu changer de boulot, tout simplement. J'étais déjà à mon compte dans ma précédente activité. Donc, compliqué. Mais ça a mis, je dirais, 1 an. Ok. Pour vraiment faire tout le cheminement, me poser les bonnes questions, savoir vraiment dans quel domaine je voulais bosser. T'as eu peur ou pas en te lançant? Ouais. En fait, je trouve qu'en France, on est un peu dans un truc où on est obligé d'être mis dans des cases, entre guillemets. Donc, très difficile de sortir de ce truc-là. Donc, moi, j'ai étudié dans un domaine qui n'est pas du tout celui dans lequel je travaille actuellement. Et du coup, je me disais, mais comment je vais, d'un point de vue image, on va dire, comment je vais Être sortir de ce légitime. truc-là? Ouais. Comment je vais être légitime? Comment je vais montrer aux gens que c'est possible aussi d'étudier dans un domaine, travailler dans un domaine, puis partir dans un truc complètement différent. Un peu le syndrome de l'imposteur. Oui, je pense, mais c'est aussi un truc un peu... Après, c'est très générationnel aussi. Ouais, générationnel et mentalité française, dans le sens où j'ai vécu en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, c'est complètement différent. Ah, c'est pas pareil, oui. Les gens peuvent vraiment on peut avoir 50 000 vies professionnelles dans une même vie. Et je trouve qu'en France, on n'a pas du tout ce truc-là. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, tu vois, en Angleterre. Ouais. J'ai des amis, lui était ingénieur de son toute sa vie, et puis la boîte a fermé, et il a pris un boulot comme professeur dans un théâtre anglais, sur le son, justement. Génial. Et elle était commerciale, elle est devenue prof d'histoire, et puis après, elle est revenue sur un autre job. Et le tout dans une simplicité C'est la totale. mentalité anglo-saxonne. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ah, mais tellement, tellement. J'ai lu un livre incroyable de Max Weber, je crois. Et en fait, il explique que c'est religieux. Enfin, la France est plutôt catholique. Et les catholiques, du coup, c'est
c'est mal vu, on va dire, de réussir. Alors si je le résume de façon très très résumée. Surtout au niveau de l'argent. Surtout au niveau de l'argent, ça sous-entendrait qu'on aurait pris l'argent aux autres, alors que les protestants, si on a de l'argent et donc on est l'élu de Dieu et on doit le répartir. C'est ça. C'est une question d'où va l'argent. C'est le give back américain. Et aussi en France, faut pas en parler, faut pas trop dire parce que ça. on va nous prendre l'idée ou des choses comme ça. Alors non, justement, faut en parler. Non, mais ça, on va en parler après, mais on y reviendra. Mais il faut en parler, il faut dire son idée parce que derrière, on peut se faire accompagner. Et il faut savoir qu'il y a une règle. Il y a 5 personnes entre vous et le président. Donc mais c'est con. Hein. Mais si vous dites une idée qui transmet à une autre personne et qui arrive à la bonne personne derrière. Ça peut être une fusée, le truc. Ouais, ça, c'est hyper important. Moi, je sais qu'au tout début, j'avais peur de ça. J'avais peur de me lancer, de me dire, ils vont me prendre mon idée, elle est incroyable et tout. Mais une idée n'est rien si on n'est pas obsédé à l'idée de la concrétiser et tout. Et de la partager, en vrai, parce que si tu la partages pas, elle n'existe pas au final. Non, puis tu peux rencontrer quelqu'un qui peut forcément t'aider. Potentiellement t'aider à. Et tu vas frotter ton cerveau sur les autres pour avancer dans ton idée, donc carrément. Alors, ça, c'est hyper important. Faut pas que les gens aient peur de venir présenter leur idée. On la prendra pas. À part Paul. Non, ça va. Qui attend la bonne idée. Qui attend la bonne idée. Lancer. Non. Moi, j'ai plein d'idées. J'ai fait plein de choses dans ma vie. On a un peu bossé ensemble avec Bastien sur certains sujets. C'était dans le domaine du sport. J'ai bossé dans la mode et le luxe. J'ai bossé dans l'expertise comptable aussi avant. Maintenant dans la banque en ligne. Donc non, j'ai les idées. Mais aujourd'hui, je suis plus motivé par l'impact que je vais avoir de par mon métier, qui je suis et ce que je peux, comment je peux aider, parce que j'ai des amis qui sont entrepreneurs, j'ai la famille qui est entrepreneur. Je sais à quel point ça peut être un métier qui est difficile et le fait de pouvoir impacter la vie de ces personnes-là via le métier que je fais, ça a plus de valeur pour moi. Ouais, c'est intéressant. Pour après pouvoir transmettre jusqu'au bout. L'entrepreneuriat n'est pas nécessairement le Saint Graal. Ah bah non. Il faut le vivre effectivement différemment. Bon, et toi, Bastien, là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te lances Écoute, 2 choses. Alors déjà, moi, j'ai eu... J'avais un stage de fin d'études à faire. J'ai eu la grande chance d'être nul à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, vu que j'avais pas 850 possibilités, c'est-à-dire j'avais pas la possibilité de faire HEC, de partir dans des études longues, j'avais la chance d'avoir un père entrepreneur qui m'a toujours dit Bastien, si tu... il m'a pas dit comme ça, mais avec tes compétences à l'école, t'as pas 30 000 options. Si un jour tu veux vraiment t'amuser, bien gagner ta vie et tout ça, je te conseille de te lancer à ton compte. Et donc moi, j'ai eu cette chance, parce que je parle avec beaucoup d'amis entrepreneurs qui me disent qu'ils avaient un milieu familial qui acceptait pas trop l'entrepreneuriat. Moi, sur ça, j'ai toujours eu énormément de chance. Ouais, c'est surprenant, hein. Ton père, avoir un discours comme ça, j'en connais pas beaucoup, moi. Mais parce que mon père aussi... Ça fait peur souvent, en fait. Pardon ? Ça fait peur souvent aux proches, le fait de se dire... Non, mais je trouve ça extraordinaire. Enfin, je suppose, en tous les cas, que les gens, au XVIIe siècle, quand ils disaient « je vais faire du théâtre », ça devait faire procurer à peu près le même sentiment, quoi. Une catastrophe, quoi. Exactement. À Saltabanque. Tu vis pas de l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça. dans l'idée, quoi. Et ça fout les jetons parce que les gens ne connaissent pas. Moi, je sais que, titre personnel, j'ai des enfants, j'ai été incapable de leur dire quel métier ils devaient faire. J'étais incapable. Pourtant, dans ma vie professionnelle, il y a plein de choses. Mais comme je sais effectivement que la vie, elle est longue, que on ne connaît pas encore les futurs métiers que l'on pourrait avoir, mais tu peux pas dire à quelqu'un, tiens, je te conseille de faire ceci, parce que on ne sait pas ce qui se passera pendant les 30 ou 40 prochaines années. Tellement vite, avec l'IA et tout ça, ça change tellement. Après, c'est une mentalité, hein, il faut... Non, mais je trouve ça super. C'est cool, complètement. Écoute, lance-toi, vas-y. Moi, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme une option. Quand je me suis inscrit dans mon école de commerce, je m'y suis inscrit parce qu'il y avait... alors ça, c'était un peu moins vrai, mais en tout cas, il y avait marqué qu'on pouvait lancer notre entreprise, qu'il y avait un programme d'entrepreneuriat. Fait par des professeurs qui n'avaient jamais été entrepreneurs de leur vie. Ne me chauffe pas là-dessus. Il l'attend encore, là. Manque de bol, ils n'avaient pas d'échantillon sur eux. Il y avait juste la brochure. Mais bon, en tout cas, je me suis inscrit là en me disant, tiens, il y a potentiellement la possibilité de lancer notre boîte. Et en effet, quand même, dès la 2e année, on a dû un peu les convaincre, mais avec un ami en commun qu'on a avec Paul, on a lancé notre boîte en parallèle. On a fait notre stage de fin d'études en fait là-dedans. Et donc c'est là où il n'y a rien qui a marché. On a eu 850 idées qu'on a pitchées et il ne s'est jamais rien passé. Mais en tout cas, on
on a commencé à réfléchir, à créer un business plan, à mettre des chiffres sur un Excel. Donc c'est comme ça où petit à petit, j'ai glissé dans l'entrepreneuriat. Alors si jamais j'ai un super business plan en ligne, pas besoin d'Excel, c'est assez rapide. Il y a même Docs dessus. Ils ont tout, c'est gratuit, c'est génial. Mais voilà. Et toi alors ? Comment tu es tombé dans la marmite Moi, la différence de vous, c'est que j'ai été très longtemps salarié dans ma vie. Je suis rentré tout de suite comme auditeur chez KPMG. J'ai été le plus jeune directeur associé de KPMG France, plus jeune directeur régional de Fiducial, plus jeune directeur national des relations extérieures. Je peux dire que ma vie était tracée déjà chez KPMG, sauf que je suis parti parce que je ne pouvais pas blairer le directeur régional et du coup je me suis dit s'il l'est, moi je peux le devenir aussi. On l'embrasse. Je suis coucou au passage, Alain. Je suis devenu directeur régional chez Fiducial également et on peut dire que je pensais toute ma vie rester salarié parce que malgré le contact que j'avais avec les entrepreneurs, j'étais comme toi, Paul, c'est-à-dire que j'avais une mission à réaliser. Et quelque part, cette mission pour moi était plus importante que de me lancer à mon compte. Alors beaucoup de confrères me disaient mais Patrick, mais qu'est-ce que tu fous comme associé? Lance-toi, tu verras, ça marchera. Mais mon envie n'était pas là. Mon envie, c'était de monter le plus haut possible sur le plan hiérarchique. Je gagnais très bien ma vie, tout allait bien, etc. Mais j'ai eu un petit souci à un moment donné, c'est-à-dire que je ne me suis plus retrouvé. C'est comme toi, quand tu dis à un moment donné, tu viens, t'as pas la patate. Et moi, ce qui m'a un petit peu excité, c'est que j'avais le sentiment, en tous les cas, que j'étais venu un petit peu au bout et que clairement, je ne pouvais plus faire changer les choses dans cette société parce que j'avais des idées et je n'arrivais pas à les appliquer. Sans doute que soit les gens ne m'écoutaient pas, soit j'étais pas assez persuasif en tous les cas. Si bien que je me suis dit, après tout, allez, je me lance. Et avec Véronique, mon épouse, qui est également associée chez Doux, on avait lancé en 2004 une première société qui s'appelait EasyConta, puisqu'on l'a vendue entre-temps, et dans lequel, effectivement, on est parti de zéro. Et pour moi, ça a été une découverte. C'est-à-dire que je partais d'une boîte de 3000 personnes pour me retrouver... seul. Seul, j'étais quand même avec Véronique, mais expert comptable de province, quoi. C'est-à-dire plus de carte de visite ronflante, seconde classe, restaurant plus simple, une vie en fait plus finalement qui retourne aux sources, et je trouvais ça assez intéressant. Et du coup, j'ai pu appliquer mes idées en me disant, si elles sont mauvaises, je planterai, si elles sont bonnes, ça marchera. Bon, ça a plutôt bien marché parce que EasyConta s'est développé de 0 à 40 salariés. Ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, en fait... en combien de temps, 0 à 40 0 à 40, ça fait en 8-9 ans à peu près. Un expert comptable, aujourd'hui en France, c'est à peu près une personne avec 5 personnes grand maximum. Donc, ça a été très vite. Et même l'année où on a vendu, on était encore à 30% de croissance. Donc, ça marchait très fort. Et puis, si on remonte dans le temps, en 2009, Véronique m'achète elle m'offre mon premier iPhone, le 3GS pour les nostalgiques. Le blanc, noir. Le noir bien. Et celui-ci, effectivement, elle me l'offre pour une seule raison. C'est parce qu'avec celui-ci, il n'y avait pas besoin de connaître, tu sais, avec des chiffres. Et moi, qui étais un maniaque à envoyer des E accent aigu sur mes SMS, t'imagines l'enfer avec le Motorola, qui est des trucs qui se plient en deux, et t'avais des chiffres. BlackBerry. Voilà. C'était Motorola, c'était même pas un BlackBerry. Et donc, là, je me dis, il y a YouTube dessus. Non, mais ça a l'air con, ce que je dis. Et donc, je me dis, s'il y a YouTube, pourquoi on peut pas voir la compta? Et en fait, ça m'a obsédé, tu vois. Et donc, concrètement, du coup, il m'a fallu plusieurs années pour trouver, en fait, des ingénieurs qui puissent m'aider. Donc, Florent, qui est associé au sein de Doux. Là, on l'embrasse vraiment. Voilà. Là, on l'embrasse vraiment. Ouais. On s'est rencontrés par le fruit du hasard, parce que lui, il est venu dans une journée de présentation en coworking. C'était la première fois qu'il venait, et la dernière d'ailleurs, et moi, c'était la première et la dernière. Et ça, c'est assez amusant parce qu'on s'est retrouvés, on n'avait rien à voir. Moi, je suis arrivé, j'avais une veste. Il y en a qui étaient le présentateur, je me souviens, celui qui animait. On était au mois de novembre, il faisait un froid de canard, il était en Bermuda et en tongs. Il vivait chez sa mère, je crois, de mémoire. Donc forcément, on se dit, waouh. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, concrètement? Qu'est-ce que je fais là? Et en fait, j'avais une obsession, c'était de me dire, faut quand même que je tente, parce que
Dougs, en fait, la réalité, c'était une succession d'échecs, parce que j'avais essayé de trouver des informaticiens, ça a foiré, des sous-traitants, ça a foiré, tout a foiré au début. Et chaque fois, je me suis relevé rapidement, parce que j'avais quand même la boîte EasyConta à faire tourner, mais il y avait l'autre qui m'obsédait en me disant, mais je pense avoir une super idée, mais j'arrive pas à trouver les bonnes personnes pour pouvoir le faire. Et ça, c'était juste intolérable. Et donc, c'était un grand écart pour moi, parce que je suis expert comptable, et même, alors ça va faire rigoler tout le monde, mais même si j'ai programmé, à l'époque où j'étais étudiant en Turbo Pascal, personne ne sait de quoi il s'agit, je ne savais pas comment programmer ces nouveautés, ce qui pouvait se faire dans ces années-là. Et donc, Florent a été le seul à me comprendre tout de suite et à dire « Allez, on y va ». Et il a abandonné son job et on a lancé Dougs comme ça. Et donc, en fait, j'ai eu la sensation d'être 2 fois entrepreneur. La première en tant qu'expert comptable, mais j'aurais tendance à dire que ça ressemblait plus à la profession libérale, à proprement parler. Donc, un peu comme les notaires, les docteurs et autre chose. Ce que je veux dire, c'est que tu fais bien ton boulot et tu as du job, quoi, grosso modo, alors que l'autre, Dougs a été un vrai pari, c'est-à-dire tu te lances dans un truc qui a toutes les chances de foirer. Ouais. Et tout à l'heure, tu sais, quand tu disais, on peut en parler, il n'y a personne qui va choper ton idée, mais je peux dire que j'ai pitché des milliers de fois à tout le monde. Et comme tu le dis, avoir une idée, c'est une chose, l'exécuter en est une autre. Bien sûr. Et donc concrètement, quand je disais ça, eh bien, j'ai affiné mon langage, si bien que, en fait, le jour où j'ai pitché devant Florent, et il y avait à peu près une vingtaine de personnes on était tous alignés en cercle, un peu comme des boy scouts, que j'ai pitché, je pense que c'est grâce à tous les pitchs, à tout ce que les personnes ont pu me dire, que j'ai été suffisamment convaincant, excellent, tout ce que tu veux, pour dire à des personnes qui m'ont suivi, me dire « Allez, on lâche le job et on va voir Patrick ». Bien sûr. Et ça, je pense que ça a été essentiel, pitcher. C'est sûr. Et parce que tu affines tes trucs, parce que tu as plein de personnes. Tu poulis ton diamant. Ouais, puis alors, je peux te dire que sur 10 personnes, en plus, moi, je voyais des confrères, je discutais avec des spécialistes, etc. Les mecs, ils disent non, mais ton idée, t'es fumé, quoi. On sait que t'es complètement barge, Patrick, mais pas à ce point-là. Vas-y pas. C'est complètement nul. Tu vas te planter, etc. En fait, la réalité, c'est qu'on m'a plus dit n'y va pas que tu y vas. Tu vois, il y a personne qui m'a dit mais ça déchire ton truc. Non. Au contraire, ça a été plutôt de dire, parce que les gens se mettaient à ma place en me disant, mais comment il peut faire un truc pareil? En fait, c'est même un test. C'est-à-dire que si l'entrepreneur, il s'arrête au premier nom, bon, il n'est pas fait pour être entrepreneur au final. Non. Ouais, c'est notre moteur, en fait. Le n'y va pas, ça doit... Même un petit peu challenger sur l'ego. Comment ça? Attendez, évidemment que ça va marcher. Vous voyez pas ce que je vois? La porte, elle est fermée, tu passes par la fenêtre. Oui, c'est bien ça. Bien sûr. Ouais. Alors, il faut avoir un sacré mental. Ça, je pense que c'est un point qui est important. Et comme tu dis, ne pas lâcher prise. Est-ce qu'il faut être passionné? Est-ce qu'il faut être passionné pour être irrationnellement passionné, pour ne pas voir des fois, il y a 8 noms, non, on continue pour... Passionné par quoi? Par ton job ou le fait de... Par le projet. Par le projet. Ouais. Passionné par le projet, puisque... Moi, je pense que le projet, être passionné par un projet est un atout. Ouais. Ce n'est pas le seul, mais c'est un atout. Pourquoi? Parce que, concrètement, vu le nombre de baffes que tu te prends, d'accord, parce qu'on n'est plus dans le salariat gentil où ça se passe bien. Au pire, tu as un mauvais patron et en ce cas-là, tu peux démissionner. Au mieux, tu as un super patron et en ce cas-là, c'est juste génial. Là, tu es face à des gens. Tu as des banquiers, tu as des investisseurs, tu as des clients éventuellement qui n'ont pas envie de travailler, des fournisseurs qui n'ont pas envie, des salariés qu'il faut convaincre. Parce que 12 au début, quand on a dit qu'on a vu les premiers salariés pour leur dire écoutez les gars, vous allez pouvoir travailler. Alors je vous explique, d'accord? Les robots ils font tout à votre place. Et le mec il dit alors t'es en train de m'expliquer grosso modo que ce que j'ai appris pendant 15 ans ça sert plus à rien. Ouais. Ça a été l'horreur. Pendant plus d'1 an, on n'a pas trouvé un seul salarié et c'était grâce aux personnes d'EasyConta que je faisais faire les bilans parce qu'au début, personne ne voulait venir chez nous parce que personne ne comprenait. Et là, il a fallu être excessivement bon. Donc, c'est pour ça que si tu es passionné, je pense que tu t'envoies tout avec toi. C'est-à-dire que tout le monde, tu les embarques tous. Mais c'est pas la seule condition. C'est sûr. C'est pas parce que non plus tu n'es pas passionné que ça ne va pas marcher. Mais la passion est un atout pour te libérer de tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi d'autres qualités.
Ça. Après, là, Doux, c'est aujourd'hui, mais même dès le début, c'était une start-up avec des grosses ambitions, avec des gros développements tech, etc. Mais finalement, ce côté passion, ce côté se dire, OK, il ne faut pas lâcher après les premiers freins, ça marche pour toute entreprise. Et pour toute entreprise qui voudrait se lancer dans le cadre de Match-Up, par exemple, parce que finalement, encore une fois, c'est pas un concours qui est fermé à des startups, mais au contraire, qui est ouvert à tout à chacun. Je pense que le bonheur, tu l'as là où tu veux qu'il soit. Ben, moi, personnellement, j'ai toujours vu très grand. C'est-à-dire que j'ai toujours... Alors, non, pas nécessairement. Tu peux non, c'est propre, oui, c'est propre à chacun. Hein. Tu peux très bien vivre en étant tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer tout seul, avoir quelques sous-traitants, avoir quelques collègues, quelques amis pour pouvoir faire le job, ça suffit amplement. Et tu peux très bien vivre. Tout dépend après... ce qui se passe, etc. Et puis pour d'autres, ils vont voir des entreprises plus importantes, ils vont lever des milliards d'euros, etc. Donc je pense qu'il y a un tout. Je pense que les gens, chaque personne qui se lance a un objectif dans la vie. Et je pense que c'est un truc hyper important. Et lancer une boîte aujourd'hui, en 2024, c'est pas devenir le nouveau Tony Stark ou Elon Musk pour le rapprochement, mais c'est... Tout le monde peut se lancer dans quoi que ce soit. Et Match-Up, c'est pas, je pense, lancer le mec qui va réinventer la roue, la fusée. C'est vraiment de tout. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut lancer une boutique de création de vêtements en ligne ou des choses comme ça, c'est pas ça qu'on va rechercher. Et bien sûr, la personne qui veut réinventer la fusée, créer une fusée, c'est super. Mais c'est aussi, non, mais c'est plus dur, mais c'est tout aussi important. La personne qui veut créer quelque chose de plus accessible, qui parle à plus de personnes et même, j'encourage même, il aura plus de facilité à aller vendre son projet parce que créer une fusée, c'est un marché de niche. C'est quand même compliqué aujourd'hui d'aller trouver du carburant pour fusée là dans les 2 minutes. T'as raison. Et c'est vrai qu'en plus, il y en a qui sont obsédés de se dire, tiens, j'ai une idée. Oh mince, mais il y a quelqu'un qui le fait déjà. Au contraire, c'est même... non, aujourd'hui, tu as des personnes qui roulent en Mercedes, des personnes qui roulent en BMW, des personnes qui roulent en Peugeot. Il y a tout pour faire un monde. Alors qu'au final, le fond, c'est la même chose. Hein. C'est un châssis, 4 roues et un volant. C'est ça. Le tout, c'est de connaître sa concurrence, quoi. Mais... Oui, mais le plus important, c'est de répondre à un besoin. Et les besoins sont existants. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu t'occupes, par exemple, de personnes âgées, c'est pas une seule personne qui va s'occuper de toutes les personnes âgées. Donc aujourd'hui, c'est des marchés qui peuvent être très importants. Je dis pas que le service à la personne est la voie qu'il faut suivre. C'est juste dire effectivement qu'aujourd'hui, si tu identifies un besoin, tu réponds à quelqu'un et du coup, tu vas pouvoir effectivement rayonner dans un environnement spécifique. Donc certains effectivement diront j'ai 3-4 clients, ça me suffit amplement. D'autres, au contraire, diront il m'en faut 5 000 ou 10 000 ou 100 000. Et je pense que chacun trouve son bonheur. Et l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement de construire, comme tu le dis, une fusée. C'est pas une nécessité. Pour certains, ça l'est. Mais c'est propre à chacun, en fait. Il est clair que si Match-Up, je rencontre quelqu'un qui dit je veux être expert comptable et je veux construire Doux. Oublie. Je ne conseillerais pas, d'ailleurs, de le faire parce qu'il est déjà trop tard, puisqu'on a pris la place. Va construire une fusée, petit. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il y a un point, c'est qu'on ne peut pas grandir plus vite qu'une certaine cadence. En fait, lorsqu'on a lancé Doux, on avait une seule envie, c'est que le produit fonctionne. Quand on avait 0 client, notre envie, c'est d'en avoir 10. Quand on en a 10, on a eu 100. Quand on a eu 100, on s'est dit 1000. Et on a cru à un moment donné qu'à 3000, c'était un peu le plafond de verre, qu'on n'arriverait pas à aller au-delà. Et pour la petite histoire, pendant 4 mois, on est resté à 3000 et on a cru à cette théorie jusqu'au jour où effectivement on le dépasse. Et, est-ce que c'était la croyance carrément qui avait mis automatiquement le plafond de verre Je pense que c'était une coïncidence et que peut-être on se donnait pas les moyens d'aller plus vite et au-delà. Non, je disais oui, j'ai posé cette question à Inès parce que je rebondissais sur ce que tu disais, parce que j'ai reçu des messages sur LinkedIn qui me disaient oui, mais c'est pas quelque chose dans les nouvelles technologies ou des choses comme ça, parce que ils font beaucoup le rapprochement avec Qui veut être mon associé, parce que c'est en ce moment que ça passe, donc ça a une vraie image dessus. Et je disais non, c'est pour tout le monde, parce que je grossis le trait, mais 70% des jobs auxquels on est confronté aujourd'hui, des activités dans lesquelles on est confronté, que ça soit l'alimentaire, que ça soit tout ça, c'est ça.
les vrais entrepreneurs d'aujourd'hui. Les artisans, et c'était une des questions que tu avais, les artisans aujourd'hui, c'est grâce à eux que l'économie elle avance aussi. On n'a jamais eu autant de création d'entreprises dans la partie entreprise individuelle ou société TPE, etc. Et c'est là où vous deux, vos activités, elles sont tournées vers des... Traditionnelles. Ouais, très traditionnelles. Aujourd'hui, toi, t'aides des entrepreneurs qui vont vendre peut-être un service, etc. Là, moi, je n'ai pas les chiffres en tête, là, comme ça, mais de mémoire... Je crois que le mois de janvier a été assez exceptionnel en termes de création d'entreprises. J'ai vu que c'était un record. La France est un pays où il y a beaucoup de création d'entreprises, mais l'économie française repose principalement sur ce qu'on appelle des TPE, des très petites entreprises. Aujourd'hui, de mémoire, il y a 20 000 entreprises en France qui dépassent les 200 salariés, pas plus. Ce qui est très peu, en fait. 20 000 ? Ah oui. Par rapport à la proportion totale. Sur 1 milliard d'habitants. Sur 5 millions. sur ce qu'on considère 5 millions d'entreprises en France. On a à peu près 2 millions, 3 millions qui sont des micro-entreprises. D'accord, dans les 5 millions, il y a les auto-entrepreneurs. Oui, il y a tout, effectivement. Okay. Mais tu vois, c'est en fait, la France est un pays constitué de TPE. Et en fait, ce n'est pas uniquement que la France. L'Allemagne, l'Angleterre, sont des pays que nous avons observés, ont la même structuration. On a toujours l'impression que l'Allemagne, alors c'est vrai que les très grandes entreprises sont plus grosses que les entreprises françaises, mais statistiquement, enfin, d'un point de vue proportion, pourcentage, ils ont exactement la même situation. Et du coup, c'est quoi les pays où c'est l'inverse? Où il y a plus de grosses entreprises? Ça n'existe pas, en fait. Ouais, c'est ça, c'est que tous les systèmes... Tous les systèmes sont portés par les petites entreprises et... Oui, tout à fait. États-Unis aussi, peut-être? Évidemment, et puis je pense... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Inès? Est-ce que tu penses que... Tu as vécu aux États-Unis, en plus. Ah oui, au Canada. Tu as vécu au Canada, donc c'est vrai que l'Amérique du Nord, c'est aussi le Canada. Est-ce que pour toi, je sais pas, moi... l'entrepreneuriat n'est pas une forme indirectement moderne de ce que sera demain le contrat à durée indéterminée? C'est une question piège. Mais pas politique. Non, après, je sais pas trop, mais il y a aussi la forme micro-entreprise, auto-entrepreneur. Oui. Aujourd'hui, je pense que parmi les toutes nouvelles entreprises qui se créent, il y a énormément de micro-entrepreneurs. Et il y a aussi un truc par rapport à ça, c'est que combien de personnes réussissent vraiment à vivre de ce projet-là? Oui. Alors, micro-entreprise, très peu, je peux le dire tout de suite. C'est les stats qui le prouvent, puisque, je crois, alors je n'ai pas les chiffres, mais alors, il y a une proportion qui est gigantesque de micro-entreprises qui sont installées en France et qui ont fait zéro de chiffre d'affaires. Parce que, quelque part, c'est terrible, mais quand tu te lances, tu es un peu obligé de brûler le navire. Quelque part, il faut mettre un peu de fric, créer ta société et tu vas te défoncer pour faire quelque chose. Quand tu y vas trop simplement, tu sais pas quand est-ce que tu pars. Tu vois, être micro-entrepreneur, là on prend le micro de Tess là, puis on crée tout de suite en 5 minutes tous nos micro-entreprises. Quand tu crées une société, quelque part tu sors un peu d'argent. Ça t'oblige quelque part à te remuer. C'est plus engageant. C'est vachement plus engageant. C'est sûr. Et ce qui montre, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, le taux de faillite des micro-entreprises est juste, mais gigantesque, alors que celui des entreprises, il est beaucoup moins. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout mélanger. Parce que tu n'as pas les mêmes obligations. Tu vois, l'entreprise, il y a un expert comptable aussi derrière pour certifier les comptes et derrière qui va t'amener vers cette voie. Le statut est quand même beaucoup plus libre en tant que micro-entrepreneur aussi. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais je pense sincèrement que quelqu'un qui se lance dans une société, en fait, il va se donner un coup de pied aux fesses et quelque part, il va se dire « je vais me donner les moyens de réussir ». Mais du coup, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit « moi, je vais me lancer », même qui viendrait pitcher sur Matchup, qui dit « mais moi, je vais me lancer, mais par contre, je commence en micro pour tester et après, j'y vais, je crée une société ». C'est jamais une mauvaise forme juridique, la micro-entreprise. C'est génial même. Exactement. Ça, je pense que ça, au même titre que le capital à 1 euro, a été une forme de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. Donc, ça ne peut jamais être négatif. Après, quand tu dis micro-entreprise, tu parles du statut ou tu parles de... Oui, vraiment du statut de la micro-entreprise. Parce que parfois, dans micro-entreprise, il y a beaucoup de personnes qui vont inclure la partie société aussi parce que ça reste un micro-entrepreneur. Ouais. Donc, faut bien... C'est pas micro-entreprise au sens européen du terme, là, c'est micro-entreprise au sens administration fiscale française. On adore critiquer la France, mais ça, je trouve que c'est un statut génial pour le coup. Oui, et les formes juridiques en France sont juste exceptionnelles. Il y a une richesse, effectivement, une profondeur. Mais en fait, du coup, c'est
ma question, peut-être au côté expert comptable, c'est micro-entreprise pour démarrer, bonne ou mauvaise idée? C'est ni l'un ni l'autre. Mais si on pense que la micro-entreprise est l'antichambre obligatoire de l'entreprise ou de la société, ça c'est une erreur. Véritablement. Je ne me suis jamais lancé en micro-entreprise. Et je connais plein de gens qui ne se sont jamais lancés en micro-entreprise parce que je pense que y a un côté sympa effectivement pour des personnes qui sont salariées et qui veulent compléter par différents moyens, qui veulent voir. Je trouve ça très très bien. Par contre, quelqu'un qui pourrait bénéficier par exemple des indemnités chômage et qui a une idée, je pense que c'est mieux tout de suite de larguer les amarres, de gonfler. C'est plus sécurisant aussi, le fait d'avoir une société. Peut-être. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'il n'y a pas de côté limitatif. Moi, je trouve ça catastrophique de lancer une entreprise et de se dire, attends, faut pas trop que je fasse de chiffre d'affaires, ça faut pas que j'encaisse tout de suite au pognon. C'est terrible dans les personnes qui font ça. Hein. Mais c'est anti-économique au plus haut point. Te dire, je ne fais pas de chiffre d'affaires, bah déjà, t'es pas chef d'entreprise. Je veux pas qu'ils me payent tout de suite parce que sinon ça va se voir. C'est pas un signe de bonne gestion. Donc, encore une fois de plus, mon propos n'est pas de critiquer cette situation, mais pour des personnes qui ont envie de se lancer seules, qui ont par exemple des indemnités chômage, non mais c'est le panard. Il n'y a qu'en France que ça existe sur cette planète. Il n'y a qu'en France. Et franchement, c'est que du bonheur. Et là, tu commences à découvrir les formes juridiques qui peuvent exister. Alors on va pas en parler, SASU, SARL, URL, tout ce que tu veux. Et là, tu largues les amarres. Et aujourd'hui, alors moi qui anime devant différents corps d'étudiants, j'ai été surpris notamment sur les compagnons du devoir. Les compagnons du devoir, c'est quand même l'élite des artisans. Et parce que je suis invité par quelqu'un qui est boulanger, qui a été compagnon du devoir, etc. J'ai été surpris de voir à la fin, en disant combien de personnes veulent se lancer, et alors qu'il y avait du monde de tous les côtés, c'est-à-dire 150, 200 personnes, il y avait 3 personnes qui levaient la main. Et quand on disait aux autres, pourquoi vous voulez pas, c'était la peur de l'administratif. Et ça, la micro-entreprise, je trouve, a une vertu. C'est génial. C'est que ça pète ce côté-là. Ça nous simplifie la tâche et tout, on y va directement. Exactement, voilà. Mais j'aurais tendance à dire, de l'autre côté, des sociétés comme les nôtres ont facilité cet accès dans lequel tu payes pas cher, en plus tu peux avoir des crédits d'impôt, formation dirigeante, qui fait que ça te revient globalement 8 ou 10 euros par mois. Donc c'est ridiculement bas. Mais la gestion administrative, elle est facilitée aussi. Mais elle est facilitée. Et le problème, c'est qu'il y a une espèce de phobie en France. Je n'arrive pas à l'expliquer pourquoi au niveau administratif. Soit, comme tu le dis à l'école, on nous dit, c'est grosso modo, c'est le salariat qui est un petit peu le salut. Je rappelle que, j'ai rien contre les profs, qu'on soit bien d'accord. Je dois tout à eux d'ailleurs. Mais globalement, il n'y a rien qui incite à entreprendre. Il n'y a strictement rien du tout. Et la peur de la paperasse administrative fait qu'on se dit, déjà, avec ma déclaration d'impôt sur le revenu, je galère, mais comment ça va être possible? La TVA, la CFE, la CVAE. Et là, tu te dis, wow, parce qu'on nous en parle jamais de ces choses-là. Si on nous en avait parlé à l'école, je pense qu'on aurait moins de. Ouais, mais il fallait que tu ailles chez Doux aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est des sujets, finalement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, finalement, si on ne nous en parle pas à l'école, on va voir ces termes-là et on va se dire, oula, j'ai pas du tout envie d'être confronté à ça. Vous l'avez eu, cette peur de tout le poids administratif qui arrive à partir du moment où tu crées ta boîte? 1000 fois. Oui, et puis je pense que moi j'ai passé des heures, je pense à consulter sur Internet des tonnes de sites pour comprendre déjà micro-entreprise ce que c'était, qu'est-ce que c'était que les autres statuts aussi, et lequel choisir, comment choisir, puis toutes les démarches qu'il y a à faire, comprendre ce qu'il fallait faire. Est-ce que toi aussi tu avais un Google Excel où tu avais par exemple URL d'un côté, SASU de l'autre, et tu faisais tes tests pour voir et tu dis mais alors qu'est-ce qu'il faut que je prenne moi au final? Moi je me suis pas trop posé la question, j'ai directement été en micro et je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être dû comparer aussi les différentes formes. Mais ça aussi, oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple à ouvrir. Oui, parce que c'est le réflexe aussi. Qu'aujourd'hui, la micro-entreprise, c'est partout. Ouais. Il y a beaucoup de... On va dire aujourd'hui, avec les cookies, tu tapes le mot entreprise. Il y a beaucoup de pubs sur le fait de créer sa micro-entreprise. Donc, il y a beaucoup d'informations et de désinformations. Donc oui, mais les gens aujourd'hui... Oui, mais c'est normal. Mais après, comme tu dis, ça peut être un tremplin. Moi, je trouve que la micro-entreprise peut être
extrêmement bien pour les personnes qui sont vraiment dans un état d'esprit de voilà, je veux vraiment faire ça, je vais commencer, ça me lance et dans 6 mois, je fais le switch de passer sur une société. De passer, sur bien sûr. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que non seulement, bon, il y a tout qui entreprend à faire cela, la micro-entreprise, mais il y a également même des organismes dont je tairai le nom, qui posent comme question, parce que les gens n'ont aucune éducation de gestion, ils posent simplement une question à l'entrepreneur, est-ce que la première année, vous allez faire plus de 77 000 euros? Oui, parce qu'aucun entrepreneur, lorsqu'il se lance, fait plus de 77 000. Alors, je vais être terrible. Doux n'a pas fait 77 000 euros de chiffre d'affaires la première année, mais pourtant, on n'a pas fait une micro-entreprise. Et ils se disent, bon, puisque vous faites moins de 77 000, faites une micro. Ça veut dire de façon très claire qu'aujourd'hui, les organismes dont je tairai toujours le nom, n'ont aucune connaissance, effectivement, du monde de gestion. Et le pire, c'est que ces personnes sont poussées vers ces organismes comme des sachants, alors que ces personnes n'ont aucune compétence quelconque pour pouvoir effectivement conseiller. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas le chiffre d'affaires que tu penses faire la première année, c'est ce que tu projettes par la suite et ton projet dans la globalité. C'est tes besoins, c'est combien il te reste dans la poche, comment tu peux te lancer, quel est ton projet auquel tu destines. Est-ce que tous les deux, vous avez lancé un prévisionnel au moment où vous êtes lancés? Pas du tout. Pour être très honnête. Inès, elle est revenue en France, elle s'est dit bon allez les gars, on y va. T'as fait le micro? Toi, t'as pas fait le micro? Si, moi j'ai commencé par une micro. En fait, c'est marrant parce que j'ai fait des prévisionnels pour tous mes projets, sauf celui qui a marché. C'est de la recette. J'ai fait 3-4 pitchs de start-up, des projets que j'avais en tête, et à chaque fois j'avais fait des prévisionnels incroyables où je savais combien j'allais gagner dans 5 ans alors que j'avais jamais rien lancé. T'arrivais à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires? Bien sûr, évidemment. Et encore quand j'étais pessimiste. Mais par contre, et quand j'ai lancé mon vrai business qui m'a vraiment rapporté de l'argent, bizarrement, là, j'avais plus de prévisionnel. Et c'est marrant parce que c'est il y a pas si longtemps que ça que je me suis posé. On s'est tous mis autour d'une table et on s'est dit, bon, vraiment, combien concrètement on peut essayer de faire? Et c'est pour la première fois j'ai fait un prévisionnel qui ressemblait à quelque chose, c'est-à-dire avec des vrais KPI, en prenant les données qu'on avait vraiment maintenant. Et sinon, alors, c'est toujours bien de faire un prévisionnel avant, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de tenir quand on n'a pas lancé son business ou autre, de se dire, tiens, je vais faire X euros, alors qu'on ne connaît pas son coût d'acquisition, on ne sait pas combien on va faire, on ne sait pas le panier moyen, on ne sait pas la rétention, on ne sait rien de tout ça. C'est vrai que c'est compliqué de faire un prévisionnel qui tient la route. Tout dépend de l'activité aussi. Globalement, dans toutes les activités, c'est compliqué quand même de savoir anticiper. Mais ça te permet de te poser les bonnes questions, peut-être aussi, non? Ah ben alors c'est sûr, c'est pour ça que c'est bien. Moi, ce que j'aime bien dans le prévisionnel, c'est que ça donne quand même une étoile du berger à suivre. Ça donne la tendance et ça donne aussi des KPI justement qu'on va essayer d'atteindre. Mais donc c'est bien de les avoir pour se poser les bonnes questions. Mais un prévisionnel est rarement bien tenu, je trouve. C'est compliqué. Alors, c'est pas une boule de cristal non plus, le prévisionnel. Bien sûr. C'est juste d'aligner des chiffres avec une certaine cohérence. Exactement. Du coup, dans les pitchs qu'on va voir, qu'est-ce que vous attendez de cette partie un peu prévis, un peu chiffrée c'est quoi qu'est-ce qu'on veut voir pour que ce soit cohérent? Qu'il l'ait fait sur Propulse. Je rigole, je rigole. Je pense que ce qu'on attend du candidat, c'est une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il a préparé. Parce que je veux dire, quelqu'un qui se lèverait le matin et qui a demandé à ChatGPT de lui sortir un petit truc, d'ailleurs, je pense que ChatGPT il arriverait à le faire sans aucune difficulté, c'est avant tout effectivement qu'il y ait une homogénéité dans le discours et entre ce qu'il fait, ce qu'il a préparé, ce qu'il va pitcher, pour qu'on puisse effectivement juger de la qualité du projet et du candidat. Et vous? Moi, sur les chiffres, il y a... Moi, avant les chiffres, j'aimerais bien voir déjà, en effet, on parlait du besoin. Est-ce qu'il répond à un vrai problème, un problème dur, douloureux, urgent et reconnu? Et ensuite, une fois en effet qu'il a identifié ce problème, déjà voir à court terme en effet comment il pense pouvoir monétiser son entreprise. Parce que quand même, on connaît tous un petit peu les chiffres et on peut voir quand même rapidement si ça peut tenir la route, ses moyens d'acquisition, comment il espère aujourd'hui vendre son produit. Et après, la vision de la boîte aussi, c'est important quand même, de savoir où il veut aller. Parce que si on ne sait pas où on veut aller, c'est compliqué d'y aller. Donc, savoir un petit peu la destination, où est-ce qu'il veut y aller. Et après, voilà, je pense que les fondateurs vont y faire aussi, de voir si les gens ils sont déterminés, si quand on les challenge un petit peu, ils répondent, ils sont convaincus.
Ça correspond un petit peu à ce qu'on disait sur le fait d'être irrationnellement passionné par ce qu'on veut donner, ce qu'on veut montrer. Ouais, de le porter, quoi. Ah, carrément. Il faut voir qu'ils en ont dans le ventre, quoi, quand même. Est-ce que tu en as eu dans le ventre quand tu as lancé ton entreprise? Ouais, bah il faut, hein, je pense. Ah bah là, c'est obligatoire. Ouais. Moi, il y a un truc qui me tient particulièrement à cœur et c'est quelque chose. Enfin, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs aussi sur cette question-là. C'est parce qu'en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la première question qu'on peut avoir, enfin le premier enjeu, c'est aussi la question financière. Est-ce que mon projet est rentable? Est-ce que je vais réussir à en vivre? Et puis il y a toute cette question de l'anxiété financière et toutes les peurs un peu liées à l'argent. Moi, j'ai vraiment envie de voir si la personne, elle a fait elle a eu cette réflexion-là en se disant, bah, comment est-ce que effectivement je vais monétiser mon projet, comment je vais réussir à en vivre, comment je vais faire en sorte de pouvoir me dégager un salaire tous les mois aussi. Parce qu'en fait, chez les entrepreneurs, c'est ça aussi la question aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à en vivre et c'est assez important, je trouve. Et toi? Moi, c'est plus la vision. Parce que tout le monde est capable de faire quelque chose, mais chacun sera bon dans un domaine en fonction de qui il est ou ce qu'il aime ou ce qu'il veut faire. Et s'il a vraiment la vision et la bonne connaissance des leviers qu'il doit activer pour arriver à ce but-là, c'est ça, surtout dans un premier temps, que j'ai envie de voir. Après, les chiffres, ça suit. Si la discipline, elle est bonne, ça suivra. Il faut qu'il soit simple aussi quand même le business model. Surtout au début, avant de se lancer, je pense qu'il ne faut pas complexifier quelque chose. Ouais, faites pas comme Bastien à avoir une vision à 5 ans et se faire des millions. C'est ça. Mais en plus, encore une fois, de tous les projets, le seul qui a marché, c'est le plus simple. Le projet le plus simple, le moins complexe, agence de marketing un peu traditionnelle, c'est à court terme ce qui a marché. L'idée un petit peu du MVP. Quand vous avez lancé Doug, est-ce que vous aviez un MVP ou vous avez quand même quelque chose de très global Rappelle ce que c'est un MVP parce que les gens, ils peuvent ne pas comprendre. Minimum Viable Product, c'est-à-dire vraiment au début la fonctionnalité qu'il faut vraiment faire fonctionner. Alors oui, oui. Alors, on a une théorie au sein de Dougs qu'on appelle le vélo, moto, voiture. C'est-à-dire que si on doit faire une voiture, on ne va pas commencer par le châssis, puis après par le moteur et puis par les roues parce que ça prendrait trop de temps. On fabrique tout de suite une trottinette ou un vélo. On fait la moto derrière et on fait la voiture directement. Et donc, ce qui a permis effectivement un développement immédiat, c'est que le MVP était tout de suite disponible. En l'espace de 3-4 mois, c'était codé, c'était envoyé. Est-ce qu'il fonctionnait bien? Globalement, oui. Est-ce que c'était aussi fonctionné? Non. C'est-à-dire qu'il y avait une partie manuelle quand même. Hein. Mais c'est un vrai MVP. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'est lancé avec... Avec une trottinette? Avec une trottinette, voilà, c'est exactement. Et on a pu voir l'appétence tout de suite des personnes. C'est la fameuse POC, Proof of Concept, de voir déjà si ça marche avant de commencer à aller plus loin. Exactement. Et toi, Tess, qu'est-ce que tu attends justement des personnes que tu vas rencontrer là? Toi qui fais du marketing. Ouais, bah c'est ça en fait. Moi, j'attends vraiment le côté, effectivement, il y a le côté business model de qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que j'ai envie de vendre, comment est-ce que le produit se comporte. Et moi, je vous rejoins vraiment sur le côté vision et comment est-ce que l'entrepreneur porte son projet. Parce qu'en fait, je trouve que ça fait beaucoup aussi dans le pitch au final et dans le projet au total, quoi. Est-ce que tu penses, tiens Inès, qu'on va avoir des personnes plutôt avec expérience salariale ou sans expérience salariale, à ton avis? Et est-ce que ce serait un frein ou au contraire un encouragement à faire quelque chose? Moi, je pense que tous les profils sont les bons. Ouais, je sais pas. Et toi, Bastien? Moi, je sais pas si... je pense que le fait d'être salarié, ça peut être un avantage si on lance une boîte un petit peu comme tu as fait, dans un milieu quand même qui est connu et qui ressemble un petit peu à ce qu'on faisait dans l'ancienne boîte. Après, je sais pas s'il y a un avantage ou un désavantage. Forcément, s'il y a un passif entrepreneurial et que la personne a l'habitude de se prendre des baffes, qu'elle a l'habitude de pitcher ou autre, forcément, ça sera un avantage. Après, j'ai aucune idée des personnes qu'on va avoir. Je pense que comme beaucoup de concours, ce sera un peu mixte. Je crois que j'avais regardé un truc, c'est 30% de salariés, 70% en général d'entrepreneurs dans les concours de pitch. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on avait au MEDEF. Au MEDEF, on avait à peu près 3 personnes sur 10 qui étaient salariés et 7 sur 10 qui avaient un passif entrepreneurial ou en tout cas qui avaient essayé de lancer des startups. Moi, j'étais dans la case passif entrepreneurial alors que j'avais fait 3 startups qui n'avaient jamais vu le jour. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un entrepreneur,
Mais je pense que ce sera plus cette proportion. Toi, tu penseras à des salariés, toi ou... Je pense aujourd'hui que le monde a évolué et que quelque part, l'entrepreneuriat est devenu sexy. C'est-à-dire quand j'avais 20 ans, ça l'était pas. Hein. Quand j'avais 20 ans, d'ailleurs, c'était assez désespérant parce que, alors j'ai rien contre les fonctionnaires, qu'on soit bien clair, mais comme les profs. Ils s'embrouillaient avec tout le monde. Voilà, le podcast. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait les jeunes avaient une envie à 70% de devenir fonctionnaire dans le cadre de la protection de l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui a 20 ans n'a pas du tout cette mentalité. La version risque qui est arrivée. Qui est arrivée, et aussi peut-être parce que c'est plus facile pour trouver un job aujourd'hui, peut-être. Et puis, deuxièmement, parce que ça commence à être tendance, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une mode dans lequel les personnes vont pouvoir évoluer comme elles le veulent, au rythme qu'elles ont envie. Si les gens veulent travailler 10 heures par semaine, ils travailleront 10 heures par semaine. Alors, bien évidemment, leur entreprise ira peut-être moins se développer que quelqu'un qui va bosser 100 heures par semaine. Mais je pense que du coup, bien sûr, c'est un phénomène, je pense, qui s'est inscrit durablement aujourd'hui. Et on est au commencement d'une situation nouvelle qu'on n'avait jamais connue auparavant. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, les entrepreneurs, on les pensait comme étant les patrons des grandes sociétés textiles avec 3000, 5000 salariés. On imaginait très bien Luc de Funès aussi dans les années 70 qui roulait les mecs, etc. Ouais, mais c'était sympa quand même, hein, qui avait des belles voitures, etc. Enfin, pour ceux qui ont vu le Cornio, le film, avec sa Rolls, etc. Je trouve que c'était un monde. Et puis au fur et à mesure, je trouve que ça s'est démocratisé pour grâce des à raisons. YouTube aussi. Grâce à YouTube, grâce également aussi au juridique. Je rappelle, hein, il fut une époque, il n'y avait que des sociétés anonymes. Hein, les SAS n'existaient pas, les URL n'existaient pas. Le capital, il fallait que ce soit une somme qui était significative dès le début. Sinon, on se lance à l'entrepreneur individuel. Voilà, ça change beaucoup de choses. Il y a plein de freins pour pouvoir se lancer différents d'aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Inès, est-ce que tu ne penses pas que le CDI a... Enfin, c'est pas qui vit ces dernières années, mais en tous les cas, que c'est l'entrepreneuriat est sans doute une autre forme, parce que, comme on dit, on répond à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien s'installer, travailler pour des entreprises, non pas en tant que CDI, mais en tant qu'entrepreneur, dans lequel ça va nous permettre de développer d'autres activités, d'autres formats, etc. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat n'est plus perçu aujourd'hui comme une affaire de patron, de société avec 2000 salariés, mais plutôt comme une forme plutôt d'aventure intellectuelle qui, d'ailleurs, les gens peuvent stopper leur entrepreneuriat, redevenir salariés, repartir, ainsi de suite. Parce qu'on peut avoir plusieurs vies professionnelles finalement aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça, c'est un nouveau phénomène qui commence à exister en France, qui existait, comme on disait tout à l'heure, en Amérique du Nord, en Angleterre. Et aujourd'hui, je trouve que c'est super cool maintenant d'imaginer, en tous les cas, tout ce qui peut se passer dans la tête des personnes et l'environnement et le contexte. Carrément. Et tu as des pays comme des pays émergents un petit peu. J'ai passé un mois au Vietnam. Et alors, il faudra le fact-checker tout ça. Mais je crois que le Vietnam a été en 2023 ou 2022 le pays où il y a eu le plus de création d'entrepreneurs. Et en fait, par entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes, par exemple, qui vont... des femmes de ménage, des hommes de ménage, des personnes qui font le taxi, qui vont justement laver le linge ou des trucs comme ça. Et donc, ça répond un petit peu à la question, est-ce que l'entrepreneuriat is the new CDI? Un petit peu, c'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, les gens voient l'entrepreneuriat comme une solution. Comme une sécurité. Comme une sécurité. C'est plus ça, je pense. Moi, de mon point de vue, un petit peu pour lancer un débat, l'entrepreneuriat est presque plus sécure que le salariat. Parce que le salariat, alors même si on est protégé par des lois, on a une entreprise. Aujourd'hui, quand on a passé un certain palier, moi en tant qu'entrepreneur, là, je me sens plus en sécurité que si j'avais un emploi. Et sur quels aspects? Pardon? Sur quels aspects? Sur l'aspect sécurité de l'emploi, par exemple. Moi, je sais que j'ai une forte probabilité d'être encore entrepreneur dans mon entreprise pendant 3 ans, 4 ans, alors que
en tant que salarié, on ne sait jamais, tu vois. Et je sais que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais alors peut-être qu'au début, forcément, c'est compliqué. Mais quand on passe un tout petit palier, j'ai l'impression qu'on est plus safe. Ça veut dire que ton mot de la fin, c'est lance-toi dans l'entrepreneuriat. Lance-toi dans l'entrepreneuriat, n'aie pas peur, tu ne regretteras pas et quoi qu'il arrive, au moins tu auras testé. Ceux qui sont du mauvais côté, c'est ceux qui nous regarderont derrière l'écran. Inès, ton mot de la fin? Lancez-vous. N'hésitez pas, lancez-vous et il faut y aller, il faut essayer. Et puis c'est pas parce que vous prendrez un nom que ce sera quelque chose de définitif ou un échec en soi. Vous aurez la possibilité de rebondir, donc il faut y aller. Bon, moi j'ai beaucoup parlé, je vais juste te dire Les profs. à très vite. À très vite chez Matchup. C'est ça que je veux dire juste cela. Toi, Paul? Le train, il passe qu'une fois. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est une vraie possibilité de pouvoir se lancer en mettant de côté cette peur de l'argent qu'on doit sortir ou l'investissement qu'on doit faire. On peut le faire pour nous, pour se lancer. Donc le train, il passe. Faut pas le louper. Tess, le mot de la fin, la fin. Le mot de la fin, moi je dirais qu'il y a rien à perdre à se lancer sur Matchup. Il y a que des choses à gagner, que plein de choses à apprendre et que du coup, faut y aller, quoi. C'est le moment. Bon. C'est génial.